Madagascar est un état de droit. En outre, eu égard au respect des valeurs malagasy, l'outrage à un président d'institution tombe sous le coup de la loi, a expliqué le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui a également souligné que les divergences en matière d'idéologie et les critiques sont permis, mais leur expression devront se faire dans un total respect des lois en vigueur. Ainsi, selon toujours le ministre, la route nationale numéro 2 a connu une coupure. Suite à une catastrophe naturelle, l'État malagasy a mis 48 heures pour rétablir la circulation. Mais en contrepartie, des insultes et des propagations de fausses informations ont été observées. Des critiques constructives et des suggestions sont les bienvenues de la part des opposants. Tel doit être le comportement au sein d'une démocratie, selon le ministre, qui conclut que l'État malagasy est ouvert à toute suggestion dans le cadre du développement. De la pandémie de Covid-19 aux inondations en passant par le Kéré, au cours de ces 3 dernières années, l'État malagasy multiplie ses efforts pour venir en aide à la population malagasy. Du jamais vu, voilà comment le sénateur de Madagascar l'a qualifié, car l'efficacité des mesures prises par l'État malagasy se font sentir à travers la gestion des catastrophes, notamment les résolutions des problèmes de la population malagasy, d'après le sénateur de Madagascar. L'État a entrepris plusieurs projets sociaux pour soulager la population malagasy. Le contrôle des prix des produits de première nécessité, mais également la lutte contre l'insécurité, l'appui à l'éducation à travers la construction de nombreuses écoles dans le pays et surtout l'amélioration des offres sanitaires et de la couverture médicale. 11 jours après les intempéries, le niveau de l'eau commence à diminuer dans la région Analamang. 33 parmi les sites d'hébergement mis en place ont été libérés cette semaine, d'après le rapport du BNGRC. 21% des sinistrés ont rejoint leur domicile jusqu'à l'heure actuelle. Si hier, le BNGRC comptait 70 000 sinistrés, aujourd'hui, ils sont au nombre de 50 000. Mais 96% des sinistrés restants préfèrent rester au sein des sites d'hébergement car ils croient que la distribution des vaccins et tout ce qu'affamé nous annoncé par le président de la République y aura lieu. Les responsables ont ainsi tenu à souligner que cela se fera au niveau des Fouktagnes comme au temps du confinement. Le BNGRC précise que les dons et aides arriveront bien entre les mains des sinistrés car des dispositions ont été mises en place dans ce sens. La société Trading de l'océan Indien ou STOI et l'association FITI se donnent la main pour venir en aide aux sinistrés. Dans ce cadre, la STOI a offert à l'association FITI 10 tonnes de riz et 10 tonnes de pois du Cap ce jour à l'Arena Ivanchi. Les représentants de la STOI ont également distribué le déjeuner aux sinistrés, pris en charge par l'association FITI. Les 10 tonnes de riz proviennent de la production rizicole Safiuch. Les actions sociales menées par l'association FITI, présidée par Madame Yalradzuil, l'a incité à contribuer à cette action sociale à travers cette donation. L'association FITI nourrit les sinistrés depuis le jeudi 20 janvier, notamment les sinistrés des 5 Fouktagnes, d'Ankournjan Anjan Maïr, d'Ankournjan Anjefan, d'Ankournjan Atsnanan, Taramasai, Ankazumanga Anjahar. Selon les explications, une partie de ces dons est destinée aux victimes du Kéré dans le sud, qui sont également prises en charge par l'association FITI. L'enseignement ne devrait plus connaître d'interruption pour ce second trimestre afin de préserver le niveau des élèves d'après les enseignants. D'éventuelles interruptions impacteront considérablement les élèves, particulièrement les élèves démunis qui n'ont pas accès à des méthodes de téléenseignement. Le second trimestre est dédié à la finition du programme scolaire d'après les enseignants. Malgré le report de la rentrée scolaire de ce mois de janvier et de la suspension de l'enseignement suite aux intempéries, le programme scolaire devrait pouvoir être rattrapé si aucune interruption n'a lieu. Dans le cadre de la rentrée de ce lundi 31, certains établissements privés ont convoqué les parents d'élèves ce jour.
Les propriétés foncières autour du port de Fort-Dauphin à Éoile seront désormais des zones économiques, des propriétés enclavées mais exploitables et stratégiques étant donné leur emplacement ainsi que le statut d'autoroute maritime du port. Le secteur de l'industrie correspond totalement à ce projet. Les industries de production des produits emblématiques du Sud peuvent directement exporter leurs produits grâce à ce port. Par ailleurs, 56 bateaux de croisière ont été accueillis par le port d'Éoile, soit 45 000 passagers au cours de ces dernières années. Ce qui fait de cette zone un marché touristique exploitable. En effet, cette zone dispose de nombreuses plages vierges pouvant être exploitées où on peut également pratiquer des activités touristiques comme le surf. Elle comprend aussi des parcs avec divers animaux endémiques. Outre la création d'emplois pour les jeunes des districts d'Anous et d'Anjouy et le développement de la partie sud de l'île, ce projet s'inscrit également dans le cadre du plan Émergence du Sud. Le Sud n'est donc plus un cimetière de projets, mais une zone exploitable pour les entrepreneurs. Face à Moscou, les États-Unis maintiennent la pression. Je vais envoyer des troupes américaines en Europe de l'Est et dans les pays de l'OTAN prochainement. Pas beaucoup. Merci. Pas plus d'informations du côté du Pentagone, qui a mis en alerte en début de semaine 8500 soldats basés aux États-Unis. La Russie, elle, déploie toujours près de 100 000 militaires aux frontières de l'Ukraine. C'est un rassemblement de forces de plus grande envergure que tout ce que nous avons vu de mémoire récente. Et je pense qu'il faut remonter à l'époque de la guerre froide pour voir quelque chose de cette ampleur. Des déclarations qui tranchent avec l'intense activité diplomatique côté européen. Lors d'un appel téléphonique ce vendredi, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont parlé d'une nécessaire désescalade, mais sans faire bouger leur position. De son côté, le président ukrainien, sous la menace permanente d'une invasion russe, appelle les Occidentaux à l'apaisement. Les médias donnent l'impression que nous sommes en guerre, que nous avons des troupes sur les routes, que nous sommes mobilisés, que les gens s'enfuient. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de raison de paniquer. Dernier épisode vendredi soir, Moscou a annoncé l'interdiction de son territoire à plusieurs officiels européens accusés de propager une politique anti-russe. Dans cette boulangerie, comme dans toutes les autres entreprises allemandes, le salaire minimum passera à 12 € de l'heure cette année. Ici, dans la région du Brandebourg, en ex-Allemagne de l'Est, les bas salaires sont légion. Un salarié sur 3 profitera donc de cette mesure, comme Michael Trutschler. Évidemment que je trouve ça bien. En tant que salarié, je souhaite bien évidemment avoir un revenu équitable. Et puis, c'est aussi une reconnaissance en tant que professionnel. Le propriétaire, lui, est plus mitigé. Les employés qui se lèvent à l'aurore pour les premières fournées méritent certes une augmentation de salaire, mais Karl Dietmar Plen s'inquiète de la hausse des prix et de l'avenir de son entreprise familiale. Chaque jour, une boulangerie doit fermer ses portes en Allemagne. Nous souffrons des restrictions liées à la crise sanitaire. Nous souffrons des prix de l'énergie et des matières premières qui augmentent. Et là, on va en plus devoir augmenter les salaires de 20%. 6 millions de travailleurs bénéficieront de l'augmentation du salaire minimum en Allemagne, dont 2 tiers de femmes. Mais dans le salon de coiffure d'Uta Butzlaff, les affaires ne sont pas au beau fixe dernièrement. La patronne a dû licencier 3 personnes ces 2 dernières années. Je pense que c'est une bonne chose, c'est même essentiel, mais le moment est vraiment très mal choisi. Nous avons déjà perdu beaucoup de clients pendant les confinements. La plupart d'entre eux ont moins de revenus parce que leurs heures de travail ont été réduites ou ils sont en télétravail. Les dépenses quotidiennes augmentent et aller chez le coiffeur devient un luxe. L'augmentation du salaire minimum qui doit entrer en vigueur au mois d'octobre est une question de dignité selon le chancelier Olaf Scholz. Mais selon certains économistes, cette mesure pourrait contribuer elle aussi à la flambée de l'inflation. Nous ne sommes pas comme la force Wagner, si vous voulez. Nous n'attendons rien ce sont en ces retour. Troupes spéciales proches de Moscou et nous ne sommes pas des mercenaires. Nous n'attendons rien en retour. Nous ne sommes pas payés pour faire le travail que nous faisons. Nous le faisons
à la demande d'un État souverain pour lutter contre un terrorisme dont les premières victimes sont les populations civiles du Mali et des pays du Sahel. On ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix. Donc nous discutons avec nos partenaires, car nous ne sommes pas seuls au Mali, nous sommes nombreux, il y a beaucoup d'Européens. Je passe beaucoup de temps à discuter avec eux, à échanger pour identifier quelle est la meilleure voie pour nous, car nous voulons tous poursuivre ce combat. Nous sommes unis par rapport à cet objectif. Il nous faut donc désormais en déterminer les nouvelles conditions.